Amis du câble coaxial et des lignes retard, bonjour. Il y a quelques temps, je vous avais montré quelques modules NIM là que j'avais pu me procurer et je vous avais parlé éventuellement d'un module complètement passif sur lequel j'avais dit que je vous ferais une vidéo vraiment spécifique. Alors pourquoi ce module ici il est intéressant? Parce que on va voir que c'est un module qui exploite une des propriétés des câbles coaxiaux, à savoir de pouvoir aussi fonctionner comme des lignes à retard. Alors, je ferai peut-être un jour d'autres vidéos sur les lignes à retard, mais enfin, en gros, c'est quoi l'idée d'une ligne à retard? En gros, c'est un dispositif où, si on applique un signal à l'entrée, il va apparaître à la sortie avec un certain délai qui est, je veux dire, la valeur du retard. Donc, on peut avoir des lignes à retard d'une nanoseconde, une microseconde. Certains se souviendront des lignes à retard vertes DL470 qu'on avait dans certains montages très populaires et qui justement voilà, faisait un retard justement de 470 nanosecondes entre l'entrée et la sortie. Alors ce module il est intéressant parce qu'en fait on va voir, c'est un système qui va permettre d'avoir différents retards que l'on peut choisir en les additionnant. C'est-à-dire que là, on voit 0,5 nanosecondes, une nanoseconde de 4, 8, 16, 32. C'est-à-dire on a une progression binaire, ce qui fait qu'on peut faire carrément pas mal de valeurs. Si on veut avoir un retard particulier, voilà, si on a mis ici tous les commutateurs à 0, bon, en fait, c'est des poids binaires. Par exemple, si je veux 40 nanosecondes, bah, je fais 32 plus 8. Voilà, si je veux 41, bah, je fais plus 1. Et ainsi de suite. Donc voilà, c'est comme ça ici qu'on peut le régler. Donc on voit qu'on peut aller jusqu'à 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 0,5. Je n'ai pas calculé ouais, ça faisait parce que je suis fainéant, mais enfin voilà. C'est le retard max ici que l'on peut avoir. Alors, comme on va le voir, ce tiroir donc, ne comporte aucune électronique active. Donc on va l'ouvrir pour voir un petit peu comment il est fait à l'intérieur. Voilà, j'ai ouvert le bignou et comme on peut le voir, à l'intérieur, il n'y a que du câble coaxial. Donc on a ici, je veux dire, les deux BNC. Alors il n'y a pas réellement de notion d'entrée et de sortie, dans la mesure où c'est en série, je veux dire, on peut utiliser n'importe quoi en entrée ou en sortie. Et que entre les deux, on a ici cette platine avec les interrupteurs, et on a toutes ces boucles de différentes longueurs en série, sachant que les interrupteurs, si c'est 0, peuvent les court-circuiter. C'est-à-dire que dans le cas où tous les interrupteurs sont à 0, le signal passe ici directement. Alors, il y aura déjà un petit retard, parce que même ça, je veux dire, sans faire, mais je veux dire, c'est quand même négligeable. Donc le signal passe comme ça, et quand un interrupteur est ouvert, c'est-à-dire que le boucle, ça passe dans les boucles. On peut voir de façon très nette que le plus petit retard de 0,5 nanosecondes, on voit très bien, la boucle ici, elle est petite. Après, là, on a le double pour une nanoseconde, et ainsi de suite, sachant que, bien sûr, voilà, le retard ici de 32 est 32 fois plus grand. Donc voilà, c'est tout simplement comme ça que ça fonctionne. Alors bon, mon but, j'ai beaucoup réfléchi, mais je me suis dit que c'était pas forcément intéressant de vous faire toute la théorie de comment on calcule ces retards, enfin au niveau du câble coaxial. Et pour ceux qui voudraient avoir les formules, approfondir la question, je vous mettrai quelques liens en commentaire de la vidéo, et voilà, si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir. Mais enfin, en gros, voilà, c'est quelque chose qu'on sait très bien calculer, maîtriser, et pour chaque type de coaxial, fonction de plusieurs paramètres, le diélectrique, la distance entre lames, le blindage patati patata, on peut calculer en gros son retard spécifique par unité de longueur. Voilà comment ça fonctionne tout simplement. Alors c'est quelque chose qui a été très souvent utilisé. Il y a d'autres façons de faire des lignes à retard, pour l'instant on va regarder que celle-là. C'est pour ça par exemple que dans de nombreux oscilloscopes analogiques, on trouvait comme ça souvent du coax enroulé. Pourquoi? Parce que l'idée c'était de se dire que si on synchronise sur le signal d'entrée et qu'on démarre tout de suite, souvent voilà, c'est gênant parce que pour observer le signal, on verra pas du tout ce qui s'est passé même juste un petit peu avant. Donc généralement, il y avait le circuit de synchro, un système comme ça de ligne retard avant d'arriver sur les amplis verticaux, ce qui permettait en gros de déclencher, enfin de retarder en fait le signal mesuré par rapport à la synchro, permettait en fait de le voir de façon plus précise. Donc ça, on retrouve ça dans plein d'oscilloscopes analogiques. Les tiroirs TM500, là, les oscillos que je vous ai montrés, ils ont tous ce genre de ligne à retard. Alors, ce que je vous propose par contre, c'est de regarder un petit peu justement comment on peut visualiser ça, et on va faire quelques petites manips rigolotes. Alors pour ça, ce que je vais faire, je vais le remonter, et je vais utiliser toujours le fameux SDS 1202XE, à mesure où c'est un oscilloscope que je vous ai souvent préconisé, parce que c'est un très bon scope pour l'amateur, et ça va vous permettre de voir un petit peu comment faire les mesures. Et si vous avez du câble coaxial chez vous,
et un générateur, bah, vous verrez que les mesures que je vous montre, vous pouvez les refaire très facilement. Alors c'est parti. Alors déjà, comment on va faire ce montage? Pour que ce genre de lignard-tard fonctionne correctement, il faut que que le coaxial soit chargé par son impédance caractéristique. Donc ici, c'est 50 ohms. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mon générateur de signal qui arrive ici sur l'entrée, je veux dire un des bouts de la lignard-tard. Ici, j'ai mis un T avec là la sonde en mode x10 qui mesure le signal à l'entrée, donc en le perturbant très peu au niveau impédance. Et à la sortie, voilà, j'ai mis un câble là le plus court possible, parce que je veux dire, ce retard-là va quand même jouer, hein, vu qu'il se met en série avec. Et là, une terminaison de 50 ohms sur la deuxième entrée. Donc, on va regarder maintenant un peu comment on va régler ça. Donc là, bon, comme d'habitude, je pars du défaut pour bien vous montrer toutes les manips. Voilà, donc là, je vais régler l'entrée 1, vu que c'est une probe x10, bah, en x10. Voilà, ça c'est bon. L'entrée 2, bah là, elle est en x1, c'est bon. Donc là, je mets un signal de 10 MHz, 4 volts. Voilà, on peut faire un petit coup d'auto-setup. Allez, soyons un peu feignants. Prend un peu de temps. Et voilà. Donc là, j'ai mes deux signaux. Et on voit qu'ils sont quasiment les mêmes. On voit, enfin, il y a déjà un petit retard, hein, si on regarde. Et ce qui est normal, dans la mesure où il y a, je veux dire, mon petit bout de coax, là, il fait déjà un petit retard. Mais enfin, on va dire, on en a ici très peu. Et d'ailleurs, on peut déjà, je rappelle, dans les mesures, regarder le déphasage. C'est-à-dire ici, si je veux ici mesurer la phase, hein, je vous l'avais déjà montré, je peux me mettre entre CH1 et CH2 et mesurer la phase, par exemple. Voilà, ici, hein, ça pourrait mesurer différentes choses. Enfin, déjà, pour commencer, là, c'est déjà pas mal. Donc, voilà. Et là, on voit que j'ai déjà un déphasage de l'ordre de 6 degrés. Et là, regardez bien, au fur et à mesure que je vais mettre là des bouts de coax, bah là, on voit très bien ici le retard qui se fait de plus en plus. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis au maximum de 32 nanosecondes. Là, on voit très bien là ce décalage, et on voit que ce décalage, il diminue, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on lève des systèmes. Donc là, on voit très bien là ce décalage, et alors ce décalage, il marche quelle que soit la forme d'onde. Par exemple là, si je prends une rampe, bah voilà, alors là, bon, en rampe, je peux pas monter si haut en fréquence, mais voilà, ça n'empêche pas qu'on voit quand même qu'il y a un décalage. En fait, ça marchera quel que soit le signal. Alors, si on veut bien le voir et bien le mesurer, l'idéal ici, c'est d'utiliser des impulsions. Voilà, là, si je repars avec des impulsions de 10 MHz, là, on va voir très vite le retard qu'il peut y avoir entre le départ et l'arrivée. Ici, on le voit très bien. Et bien sûr, bah voilà, si je me mets par exemple, voilà, ici, du temps, bah si maintenant je mesure le délai ici qu'il y a entre les deux fronts, hein, ce qu'on va pouvoir mesurer typiquement avec des curseurs, voilà, là on voit que j'ai un délai de l'ordre de 25 nanosecondes qui correspond, je veux dire, vu que là j'ai 16 plus 8, hein, donc plus les différents délais, je veux dire, et la précision du truc, on est à peu près bon. Et voilà, on voit que là, si je rajoute du délai, voilà, selon les commutateurs, on voit très bien ici, hein, grâce à cette petite manip qui, comme on voit, est très simple à faire, le côté lignard-tard. Et alors, en même temps, c'est toujours pareil, si vous connaissez votre câble, hein, avec les formules que vous trouverez dans les documents que je vous mets en pièce jointe, bah, on peut aussi faire l'opération inverse. C'est-à-dire que moi, par exemple, si vous avez une grosse bobine de coax, vous voulez la mesurer, bon, il suffit de mesurer éventuellement son retard, et en faisant le calcul inverse, vous en trouverez ici sa longueur. Alors ça, c'est une première chose qu'on peut voir. Maintenant, on va faire une autre manip qui va aussi être intéressante. Alors, j'en avais déjà parlé un petit peu sur mon site, qui consiste à faire ça s'appelle du TDR, du Time Domain Reflectométrie. Alors bon, ça paraît quelque chose de très compliqué comme ça, mais on va voir que c'est la méthode, par exemple, qu'on peut utiliser pour retrouver un court-circuit ou un câble coupé, et on va regarder aussi quelques phénomènes ici intéressants. Alors, on va changer un petit peu de manip. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que le signal il va arriver ici, on va laisser ici le câble, et on va éventuellement le terminer ou pas, et on va regarder un petit peu ce qui se passe ici sur l'entrée. Alors c'est parti. Voilà, donc là, j'ai été obligé de changer de générateur. Alors c'est vrai que pour faire cette manip là,
c'est un petit peu... Enfin, il faut déjà un générateur qui est capable de faire des impulsions très très courtes, dans la mesure où là, quand même, on travaille un peu dans le domaine des nanosecondes. Les générateurs, je veux dire, enfin, classiques qu'on peut avoir des DS, c'est assez rare qu'ils soient capables de telles prouesses. Donc là, j'utilise un générateur, je veux dire, d'impulsion un petit peu plus performant. Mais enfin, voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe, hein? Je rappelle que là, mon montage, mon générateur, il arrive là, j'ai ma sonde là en x10. On va dire que voilà, elle regarde le signal, elle ne le perturbe pas. Et pour l'instant, j'ai mis une terminaison 50 ohms. C'est-à-dire que mon câble coaxial, là, il est mis à 32 nanosecondes. Et il est, je veux dire, correctement terminé au niveau de son impédance. Et on voit ici mes impulsions. Voilà. Bon, on peut voir qu'il y a voilà, un petit peu de saloperie là, parce que c'est loin d'être parfait. Mais voilà, on peut voir que mes impulsions, elles sont relativement propres. Et elles arrivent comme ça. Qu'est-ce qui se passe maintenant si j'enlève ma terminaison? Donc là, si j'enlève ma terminaison, alors là, bien sûr, ça change un petit peu parce que la charge change. Mais si on vient se mettre là, voilà, ici par exemple, là, qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, on a ici tout un train d'impulsion qu'on peut voir, et on peut voir que ce train d'impulsion, le temps entre chaque impulsion dépend de la longueur de mon câble. La preuve, c'est qu'en la faisant varier ici avec mes interrupteurs, on voit que le temps ici varie. Alors, qu'est-ce qui explique ça? Ce qui explique ça, en gros, bah, c'est un phénomène de réflexion. C'est-à-dire que là, quand je suis terminé par mon impédance de 50 ohms, mon impulsion qui arrive ici, elle se balade dans mon câble, et quand elle arrive à l'autre bout, elle est complètement absorbée par la résistance. En gros, toute l'énergie qui est dans cette impulsion est transformée en chaleur dans ma résistance de 50 ohms. Et c'est ça, hein, justement, qui, comme je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, explique que bah voilà, on a une cohérence du signal et on n'a pas, on va dire, d'effet parasite. Ici, qu'est-ce qui se passe? Mon impulsion, elle arrive ici au bout de mon coaxial, et quand elle arrive au bout de mon coaxial, ben, elle trouve du vide. Donc, bah, l'énergie, elle ne sait plus tellement où elle est. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Et ben, dans la mesure où elle ne sait pas comment se libérer, ben, elle revient. En fait, c'est une sorte de rebond quelque part, et elle revient ici à l'envoyeur. Mais ici, c'est pareil, elle n'est plus tellement absorbée, donc ben, elle repart. Et en gros, ce qu'on voit ici, c'est des allers-retours. Et bien sûr, hein, comme on le voit, voilà, le temps de l'aller-retour ben, dépend largement ici de la longueur de mon coax. Donc plus je mets de coax, on voit que plus le temps entre les allers-retours ici est grand. Donc voilà, et ça explique plein de phénomènes. Alors maintenant, il y a un autre phénomène qui est rigolo, c'est qu'est-ce qui se passe si à l'autre bout, maintenant, au lieu de couper mon câble, je mets, comme on va le voir ici, un court-circuit. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et là, c'est pareil, c'est pas tellement facile, mais voilà, là on voit un truc qui est intéressant, c'est que dans le cas d'un court-circuit, l'onde, elle revient toujours, mais elle est inversée. On le voit ici, très bien. Ça, c'est l'impulsion de départ, ici, l'impulsion d'arrivée. Et encore une fois, on voit que plus mon câble coaxial est long, plus le temps entre mon impulsion ici et le retour est grand. Voilà. Donc là, voilà. Donc ça, en gros, bah, en fait, c'est un peu le même système. C'est-à-dire que quand le câble n'est pas accordé, on pourrait croire que le court-circuit, il absorbe toute la charge, mais à la limite, il n'y arrive pas parce que, bah, enfin, c'est un peu compliqué à expliquer, mais je veux dire, quelque part, il est tellement court-circuit franc, c'est un petit peu comme un mur qui, quelque part, serait trop dur, quoi. Je veux dire, quand on lance une balle contre un mur, elle rebondit, parce que justement, le mur ne peut pas absorber toute l'énergie de la balle, il est beaucoup trop rigide. Bah là, c'est un petit peu ça, hein, quelque part, faut le voir comme ça. Donc, bah là, on a encore ce truc-là. Alors, c'est là qu'on voit quelque chose qui est intéressant, et c'est là que souvent, on voit ce système, là, justement, de ce qu'on appelle de la TDR, c'est que grâce à ça, bah, on peut faire des mesures sur des câbles. Imaginons que j'ai un câble qui ne fonctionne pas. Si je fais ici ce système d'impulsion, bah là je verrai que mon câble quelque part il est en court-circuit. Donc il est en court-circuit, mais en même temps en mesurant ici le temps entre mon impulsion là et le retour, je peux relativement très précisément déduire à quel endroit il est en court-circuit. Pourquoi? Bah, si je connais la vélocité dans mon câble, et ben voilà, je veux dire là l'impulsion est partie, elle arrive au bout, elle revient. Bah, le temps ici je le divise par 2. Je regarde, après c'est une simple règle de 3, hein, la vitesse dans mon câble, dans mon coax, et je vais voir qu'il est en court-circuit et à peu près où. Si maintenant il est pas en court-circuit, mais comme tout à l'heure, il est coupé le câble, voilà, bah là ça va être même motif, même punition, à part que maintenant, on voit que mon impulsion elle revient, mais elle revient dans le bon sens. Donc là, j'ai deux informations grâce à ça, je sais si mon câble est coupé ou en court-circuit,
et je sais où, à quel endroit, en connaissant ici la vélocité dans mon câble. Alors ça, voilà, c'est ça qu'on appelle de time domain réflectométrie. Alors il y a des appareils hein, qui d'ailleurs sont très utilisés dans l'industrie, qui permettent comme ça de mesurer et de trouver facilement les coupures. Alors surtout sur des très longs câbles, ça marche très bien. Hein. Ça marche pas forcément que sur des coax, mais les PTT, ben voilà, ils utilisent ce genre de truc. S'ils savent qu'il y a une ligne qui est coupée quelque part, ils s'amusent pas à inspecter toute la ligne. Ils utilisent un truc un petit peu comme ça, et ça leur donnera une idée très précise, soit de la présence d'une coupure ou d'un court-circuit. Donc voilà un petit peu ce genre de manip ici qu'on peut faire, et voilà, qui permet aussi justement de s'amuser un petit peu là avec ce tiroir. Alors justement, en parlant un peu de ce phénomène justement de non-adaptation d'ondes stationnaires et tout ça, ben on va essayer de le visualiser. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris mon générateur Siglent et je lui ai demandé de faire un scan de fréquence de 10 à 30 MHz. Donc ça, c'est la synchro. C'est-à-dire là, on voit que la fréquence là, elle commence à 10 MHz et elle monte en sinus hein, jusqu'à 30 MHz, puis après elle recommence. Alors là, mon coax, il est bien adapté en 50 ohms. Et on voit que, bon, j'ai une réponse ici, je veux dire, qui est tout à fait normale. Imaginez un émetteur, mon antenne a fait 50 ohms de 10 à 30 MHz, toute l'énergie fout le camp dans la résistance, tranquille, alléluia. Maintenant, hop, ce qui se passe, c'est que je ne mets pas d'antenne. Donc là, je ne mets pas d'antenne, mais je veux dire, là pour l'instant, j'ai pas de coax, je veux dire. Donc, bah, ça fait un petit peu une atténuation, on va dire, mais c'est pas réellement la mort à ce niveau-là, parce que justement, je veux dire, entre mon signal qui arrive ici et la sortie, bah, il y a quasiment rien, donc c'est pas terrible, mais c'est pas très grave. Mais regardez ce qui se passe si maintenant je commence à mettre du coax, justement. Voilà, donc là ça commence à atténuer, ça atténue. Déjà là on voit que ça atténue jusqu'à un moment où carrément j'arrive quasiment à un court-circuit. Alors pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait ça? Parce qu'en effet, vous avez vu tout à l'heure que mon onde, bah, en gros, quand elle revient carrément en inverse de l'onde qui est émise. Donc, bah, je veux dire, voilà, si à un moment donné, il y a plus 5 volts et puis il y a moins 5 volts qui arrivent, bah, le résultat fait 0 volts. Donc ici, on le voit très très bien que pour une certaine longueur de coax, le système revient inversé. Et si je continue, hein, ce qui revient voilà, à faire ça, bah là, on voit que le phénomène arrive plusieurs fois. Et c'est exactement ce qu'on a. C'est-à-dire que là, mon onde départ, hop, là, elle arrive en opposition de phase, et derrière, bah, ça repart, et ainsi de suite. Et en fait, si on regarde bien à quoi correspond ici ce lobe, hein, c'est le déphasage que je vous ai montré tout à l'heure, déphasage qui augmente. À un moment donné, bah, au contraire, l'onde, elle s'additionne, hein, au lieu de se soustraire. Donc ici, on a un maximum. Et au fur et à mesure que la fréquence augmente, ça continue. Et l'onde, ici, elle se superpose. Voilà, et pour info, hein, c'est ça qu'on appelle des ondes stationnaires. Les ondes stationnaires, justement, c'est que qu'à un moment donné, il y a différents endroits du système qui vont vibrer avec des ondes, a priori de la même fréquence, mais avec des phases différentes, et ben on va avoir justement ces fameux creux, ces fameuses bosses, et qui là, on voit bien, dépendent tout à fait, là, en gros, bah, de la longueur de mon coax, parce que c'est elle qui va définir, en gros, comme on l'a vu, la phase. Et selon le retard, bah, le temps ici entre les creux et les bosses va énormément varier, ce qui est voilà, tout à fait logique. Mais on voit que des fois, ça arrive quasiment à zéro, quoi, hein, c'est vraiment comme ça. C'est là aussi qu'on peut comprendre qu'éventuellement, ça peut endommager les étages de sortie des émetteurs, surtout les étages de puissance. Bah, ils sont faits pour être sur une charge qui absorbe toute la puissance. Et ça, ils vont pas aimer du tout. Ils vont pas aimer du tout parce que, je veux dire, en gros, leur impédance de sortie, elle va varier entre un maximum ici et 0. Et alors qu'ils sont pas du tout conçus pour ça, et ça peut faire des grosses bêtises. Alors maintenant, on va regarder un petit peu, justement, avec l'analyseur de spectre aussi, comment on arrive à voir ce phénomène. Alors pour finir, on peut faire une autre manip intéressante avec un analyseur de spectre monté en tracking generator. Donc là, on va voir tout à l'heure que donc, la sortie du tracking generator arrive ici et qui repart derrière sur l'entrée de l'analyseur de spectre. Donc pour l'instant, tout est mis ici à 0. Là, on va dire que c'est quasiment comme s'il n'y avait rien de branché. Et on va regarder ici justement un phénomène intéressant sur l'analyseur de spectre. Donc je l'ai mis en mode tracking generator et j'ai fait ce qu'on appelle une normalisation de façon, j'en ai déjà parlé, hein, de façon à éliminer, on va dire, l'effet des câbles
je veux dire, qui relie l'appareil. Donc là, on voit que, bah voilà, on a une réponse plate. Si ici, par exemple, je mets la plus petite valeur. Alors, on voit déjà ici, il y a un pôle, comme ça, qui apparaît, un creux, qui apparaît ici. Alors, ce creux, il est lié à quoi? Bah, il est lié qu'à un moment donné, comme on l'a vu, je veux dire, là, au fur et à mesure que la fréquence augmente, hein, là, pour info, hein, je balaye de 0 à 90 MHz, bah, il arrive un moment où l'onde qui part ici, bah, elle revient, je veux dire, inversée, donc elle vient se soustraire à l'onde de départ. Là, par exemple, j'ai mis 7 nanosecondes, et on voit que, bah, en fait, ça se répète. C'est-à-dire que là, on voit la fréquence arrive, on arrive au premier endroit où on a ce phénomène d'avoir l'onde, justement, qui revient inversée, vient annuler l'onde de départ, et ça repart, et ça arrive ici, donc, bah, je veux dire, avec un délai qui correspond à ces 7 nanosecondes. Là, si j'en rajoute, voilà, au fur et à mesure que je rajoute de la longueur de mon coax, bah, on voit que les pics ici se rapprochent. Et c'est tout à fait normal, dans la mesure où plus le câble est long, plus ils vont avoir tendance, je veux dire, à revenir souvent. Là, par exemple, si on voit que si je me mets au maximum, voilà, en baissant tous les interrupteurs, voilà, je retrouve, je veux dire, ce truc-là de plus en plus. Donc voilà, on voit ici très bien ce phénomène, qui est d'ailleurs aussi, pour info, une méthode éventuellement pour mesurer aussi la longueur d'un câble, connaissant, je veux dire, son impédance. Hein. Bon, encore une fois, mon but n'est pas ici de vous faire des mathématiques et de la théorie, mais vraiment juste de visualiser ça, et voilà, on voit voilà, que c'est quelque chose de très intéressant. Je pense que je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez faire ça, je pense aussi avec un nano VNA éventuellement, pour voir ce que ça donne si vous en avez un. Et voilà, donc c'est aussi un phénomène, je veux dire, assez intéressant qu'on peut voir comme ça avec des câbles coaxiaux. Voilà pour cette vidéo hein, que j'ai choisi de faire justement très, on va dire, pratique. Hein, j'ai pas voulu rentrer dans les théories des ondes stationnaires et tous ces trucs-là. Encore une fois, si vous voulez approfondir, ce que je vous encourage à faire, hein, vraiment, eh ben, allez voir les documents hein, que je vous mets en commentaire de la vidéo. Là, vraiment, vous pourrez sans doute beaucoup mieux comprendre, je veux dire, toute la théorie qu'il y a derrière ça. D'ailleurs, je m'aperçois en faisant le montage de la vidéo, j'ai aussi oublié de dire, et on le voyait très bien, que plus aussi on met du coax, hein, rappelez-vous la première manip où on regardait justement le décalage, ben, on s'apercevait aussi que le signal d'arrivée avait tendance à s'atténuer. Parce que bah, voilà, c'est aussi un des prix à payer. Je veux dire, la longueur de coaxiale, non seulement elle va apporter du retard, mais en même temps elle va apporter de l'atténuation. Et si on regarde les câbles coaxiaux, ils sont donnés pour un affaiblissement de tant de dB au mètre ou autant, c'est-à-dire que bah voilà, même si on met un câble très long, non seulement on aura un grand retard, hein, parce qu'on peut arriver peut-être avec un câble très très long à des retards assez considérables, hein, on peut imaginer une seconde, hein, mais en effet, l'atténuation sera aussi très très forte, et il faudra sans doute le réamplifier à l'autre bout. Tant où il n'y avait pas tellement de mémoire digitale, ou du moins la mémoire digitale n'était pas rapide ou coûtait très cher, on faisait de la mémoire, justement, dans des câbles coaxiales. D'ailleurs, pour info, il y a eu un moniteur alphanumérique dont la mémoire d'écran était un câble coaxial comme ça, et en gros, ça envoyait en gros on va dire tous les pixels des lignes d'écran, et bah, le truc était calculé pour faire le temps total de l'image, et quand ça revenait, bah, en gros, c'était réamplifié et réenvoyé, et c'était éventuellement modifié. Et voilà, c'est en fait la mémoire d'écran, c'était pas une RAM, c'était un câble coax. Enfin, voilà, on peut faire pas mal de choses avec ça. Donc bah voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez un petit peu mieux compris un petit peu ces phénomènes, ces relations qu'il y a entre les lignes à retard, les câbles coaxiaux, et je crois aussi que c'est une façon de voir un petit peu ces histoires d'impédance, parce qu'on a bien vu que quand un câble coaxial n'est pas terminé par son impédance caractéristique, bah, il se passe des réflexions en fait, hein, dans un sens ou dans l'autre, et que bah, c'est ça qui fait soit des ondes stationnaires, soit ces impulsions parasites. Enfin, ça peut généralement faire que des bêtises, et encore une fois, faire des mesures ou avoir de bons signaux, bah, terminez bien vos lignes par les impédances caractéristiques qui vont bien. Alors ça parce que je pense qu'un jour je ferai une autre vidéo pour parler un peu justement des autres types de lignes à retard. Hein, là c'était un petit peu un mixte, voilà. Je pense que c'était un petit peu histoire d'introduire le sujet, de vulgariser un petit peu. Tiens Maurice, ça va Maurice? Oh, t'as l'air vexé, qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, ça, t'as pas été gentil avec toi, pourquoi? Regarder une émission de cuisine et tu l'as dit, pourquoi tu regardes une émission culinaire, tu sais pas cuisiner?
Bah oui, alors. Elle t'a dit, toi, tu regardes bien des films porno. Oh, ouais. Casser le Maurice. Bon, allez, eh ben, que vos terminaisons vous fassent des impulsions de compétition et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.